14e journée de Ligue 1 et pour la je sais pas combienième fois de la saison, l'Olympique Lyonnais a perdu le foot sur le terrain du Stade Bollaert, une défaite 3-2 dans la tristesse et la frustration malheureusement, car on va le dire tout de suite, c'est probablement le meilleur match de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison et pourtant l'Olympique Lyonnais c'est une nouvelle fois incliné pour j'ai pas le classement sous les yeux, mais ça doit faire 9 défaites, je crois, quelque chose comme ça. 8 défaites. L'Olympique Lyonnais qui reste donc dernier. Il n'y a pas de miracle. Quand on perd, on ne gagne pas de place. On va débriefer ensemble cette énième défaite de l'Olympique Lyonnais. Une défaite qui est vraiment douloureuse cette fois. Non pas que celle d'avant était douloureuse. Était pas douloureuse, pardon. Mais c'est la première défaite de la saison de l'Olympique Lyonnais qui n'est vraiment pas mérité. L'Olympique Lyonnais méritait bien mieux. C'est le premier match depuis le début de la saison où on a pris une certaine forme de plaisir, où on a vu un Noël à peu près dominateur, à peu près correct. Mais malheureusement, il a fallu 2 saucisses et un penalty litigieux pour que le RC Lens s'impose dans son antre face à un Olympique Lyonnais qui va peut-être mieux, mais qui n'est toujours pas capable de marquer des buts dans le jeu. Et ça va poser problème assez rapidement si ça n'en pose pas déjà. Voilà, bienvenue à vous. N'oubliez pas de lâcher des petits pouces sur YouTube si vous nous regardez en replay. Merci à tous ceux qui lâchent leur petit abonnement, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui sont fidèles sur la chaîne. On a passé les 10 000 abonnés et ça fait très plaisir. Voilà, Lyon dernier. C'était l'occasion quand même de se rapprocher, d'espérer des choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine du côté de l'Olympique Lyonnais. On n'a pas eu le temps d'en parler énormément. On a eu l'arrivée de David Friot, le directeur sportif. On a eu la DNCG qui ne s'est pas passée comme il faut, même si normalement la DNCG devrait lâcher les côtes de l'Olympique Lyonnais incessamment sous peu, puisqu'on a appris que c'était lié au refinancement de la dette et que ça devrait être bon. On a l'arrivée imminente de Juninho en tant que conseiller du président, mais surtout, nous avons eu le départ de Fabio Grosso, limogé dans le sang et les larmes, puisqu'il a eu visiblement des gros clashs avec les joueurs, et l'arrivée de Pierre Sage à la tête de l'équipe première. On aura tout le loisir cette semaine d'en parler peut-être un peu plus longtemps. Pierre Sage qui, de ce qu'on comprend, aura le droit à un minimum de 2 matchs pour éventuellement faire ses preuves. Il n'a pas fini sa période d'essai. Ben oui, c'est un peu ça, malheureusement. Pierre Sage qui aura donc 2 matchs pour faire ses preuves, à commencer par ce match contre Lens. Malheureusement pour Pierre Sage, la bonne performance sur le terrain des Lyonnais n'a pas été récompensée, puisque Lyon revient du Stade Bollaert avec 0 points. Mais on aura le temps de discuter ensemble de si Pierre Sage mérite qu'on lui donne davantage de temps. Mon avis à moi, c'est que oui, c'est évident, parce que les coachs se succèdent à l'OL, et c'est peut-être la prestation collective la plus aboutie qu'on a vue depuis un certain temps. Donc on aura le temps d'en parler après. Résumé de ce match. Que s'est-il passé ? 3 buts pour Lens, une saucisse de Jake O'Brien, une saucisse de Lovren, je vais éternuer incessamment sous peu, et un penalty concédé par Skelly Alvero qui a été particulièrement catastrophique ce soir. Donc 3 buts offerts par l'Olympique Lyonnais au RC Lens, qui n'a pas produit non plus une immense performance. Et du côté des buts lyonnais, et on va en parler parce que ça a beau être un beau match de l'Olympique Lyonnais, je vous montrerai les stats juste après. 2 buts de Jake O'Brien qui devient le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. On aura le temps de discuter. Faut-il mettre Jake O'Brien en pointe, un peu comme le faisait Matteo Pavlovic à Angers sous Stéphane Moulin ? Peut-être. Donc voilà, on va en parler. Les coups de pied arrêtés, effectivement, on va en parler. Je vous lis, il y a Péno, évidemment. Je vous lis après, juste on embraye un petit peu pour que ce soit rythmé. Merci Mister Nikos, merci Juan, merci Foss, merci Choupi Yanou pour tous les petits abonnements qui tombent. Merci également Tom en slip pour les 100 bits. On va commencer déjà par le premier but de l'OL qui nous a donné un petit peu d'espoir. C'était à la 18e minute et c'est Jake O'Brien, encore une fois, qui s'est imposé dans les airs pour offrir le premier but de l'Olympique Lyonnais. Méga surprise, un corner qui n'était pas tiré par Maxence Cacré. Il aura fallu attendre, je crois, plus de 130 corners tirés par Maxence Cacré pour voir un corner vraiment décisif du côté de l'Olympique Lyonnais. 2 buts sur corner, c'est quand même assez surprenant. Alors, on sait que le RC Lens est une équipe extrêmement friable sur coup de pied arrêté. C'est leur faiblesse. On peut voir quand même que c'est possible d'être dangereux sur coup de pied arrêté pour l'Olympique Lyonnais. C'est possible. Ça faisait des mois, des années même que l'OL n'était pas capable d'être intéressant sur coup de pied arrêté. On ne comprenait pas pourquoi Maxence Cacré, dont c'est visiblement pas la spécialité, continuait de tirer les corners, continuait de tirer les coups francs. Il aura suffi, entre grands guillemets, peut-être d'une semaine de préparation
plus de mettre Ernest Nuama sur les coups de pied arrêtés pour voir 2 buts côté lyonnais. Dommage que ça n'ait pas suffi à arracher la victoire. On a eu une animation assez intéressante pendant la première période, une sorte de 4-2-4, 4-2-3-1, avec Nuama et je suis en train de bugger, Nuama et Diego Moreira sur les ailes, soutenus par Cherki en 10, on aura le temps d'en parler, j'ai vu que Cherki vous faisait beaucoup réagir, et Alexandre Lacazette en pointe, qui a été une nouvelle fois assez décevant, malheureusement. Une animation assez intéressante, un milieu de terrain dont le pressing a semblé cohérent, mais malheureusement, je ne suis pas sûr que le choix de Skelly Alvaro était le bon. On a toujours ce problème-là de qui peut épauler Cacré au milieu de terrain, et on n'a toujours pas la réponse. Voilà. Moi, le sentiment, je pense que vous êtes pas mal à venir de chez Zach. Le sentiment, il est quand même un sentiment d'abattement, de sentiment qu'on n'y arrivera pas, quoi. Que même quand on doit y arriver, on n'y arrive pas. Et oui, l'envie de mourir conséquente à ce match est vachement moins dégueulasse que l'envie de mourir des matchs où l'Olympique lyonnais ne montrait absolument rien. Mais c'est quand même une envie de mourir, hein, on va pas se mentir. Parce que là, si on n'arrive pas à gagner un match comme ça... J'ai vu, je crois, Anto Algodon sur Twitter qui disait cette équipe, elle est tellement irrégulière qu'on peut même pas espérer capitaliser sur cette belle performance parce que le prochain match, il va arriver très vite. Ce sera mercredi, ce sera au Vélodrome. Et c'est peut-être déjà le match de la mort, puisque là, au niveau du classement, l'Olympique lyonnais compte 7 points, Lorient compte 11 points. On est à égalité de matchs joués, puisque l'OL a un match en retard qu'il vient de jouer. Ça va être dur. Ça va être dur. Marseille voulait taper. Bah, on va prier, hein, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, mais ça va être compliqué parce que, oui, c'est vrai. Le classement est quand même extrêmement tassé. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais compte 9 points de retard sur la 8e place. Donc oui, il suffit d'une bonne série, mais ça fait combien de semaines qu'on dit qu'il suffit d'une bonne série? Avant de faire des séries, il faudra quand même qu'on réussisse à gagner un match où l'Olympique lyonnais se fait pas trop peur. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors oui, le contenu a été meilleur. D'ailleurs, on va regarder les stats. Tiens, regardez. Je vais vous montrer les stats. Des stats qui sont plutôt positives. L'Olympique lyonnais, 2,73 expected goals contre 2 quand même. Donc il y a quand même pas mal d'occasions concédées, même si vous le savez, un penalty dans les expected goals, ça compte 0,77, donc ça pèse très fort. Un match globalement dominé par l'OL, mais l'OL a pêché dans deux domaines, et c'est les fameuses 2 surfaces. Défensivement, il y a eu trop de bourdes. Cette bourde de O'Brien qui remet en jeu Wesley Saïd pour l'ouverture, pour le premier but lensois. Cette bourde de Skelly Alvaro, parce que le penalty, il est litigieux, il est généreux, mais il est sifflable en réalité, même si en vrai on est un peu écœuré parce que la VAR sert pas à grand chose, mais bref, ça c'est la classique, hein. Pour tous ceux qui nous disaient que Clément Turpin, il est né à Lyon, nanani nanana, bon bah quand même, je pense que ça y est, on a compris que Clément Turpin avait plutôt tendance à essayer de montrer qu'il n'était pas pro-lyonnais plutôt qu'autre chose. Et ce dernier but, le but qui fait très mal puisque l'Olympique lyonnais venait de revenir à 2 partout, ce dernier but où Anthony Lopez couvre son premier poteau, mais il le couvre peut-être un petit peu trop, et Dejan Lovren qui est complètement finito. Merci Dejan Lovren en tout cas pour les travaux. 3 bons mois et depuis c'est la catastrophe. Encore une belle recrue de notre ami Bruno Chéroux. Voilà, le match de la mort alors que tu es à 3 victoires de milieu de classement et 21 matchs à jouer, catastrophisme allégorie. Bah non. Lacazette vient de dire que le directeur sportif prendra la parole bientôt, les gens comprendront mieux au sujet de son cas personnel et des cadres du vestiaire. On va voir. Il y a beaucoup de choses côté lyonnais qui sont des non-dits. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Après, ça fait 10 ans qu'ils doivent se dire les choses. La fin de règne de Fabio Grosso a été extrêmement mouvementée. Ça s'est terminé dans les engueulades, dans le clash. Fabio Grosso me semble, moi, de ce que j'entends, un petit peu colérique, on va dire, par rapport à comment ça s'est terminé. On va voir. De toute façon, c'est pas bien important d'en parler, puisque République des joueurs ou non, il faudra à un moment donné, pour que l'OL se sauve, que ces joueurs-là aient envie de jouer. Donc s'il leur faut un coach avec qui ils ont envie de jouer, eh ben tant pis, et on fera le ménage plus tard. Mais effectivement, si c'est pour leur mettre un coach qui vont foutre dehors, comme ils ont foutu dehors Peter Bosz, comme ils ont foutu dehors Fabio Grosso, ou comme ils ont foutu dehors Hubert Fournier par le passé, à ce moment-là, ça sert à rien. Oui, l'Olympique lyonnais est l'esclave de son vestiaire, mais en attendant de pouvoir purger le vestiaire, on peut pas y faire grand-chose, nécessairement. Voilà. Quand même, on va quand même parler un peu de positif. C'est le premier match où on voit des choses. C'est le premier match où on voit un petit peu d'envie, où on voit des actions collectives et on voit des joueurs qui ont la tête à l'endroit. Alors on peut prendre le positif et se dire, bon, bah c'est bien quand ils ont la tête à l'endroit, on sait jouer au foot. On peut aussi regarder ça en se disant, tiens, quand ils ont envie, ils peuvent. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas envie avant. C'est quand même bizarre que des joueurs qui sont cataclysmiques sous Fabio Grosso deviennent en 2 jours des joueurs qui ont envie de jouer au foot.
Donc à un moment donné, cet investissement-là à géométrie variable, il est quand même problématique. En attendant, le Voustier a foutu l'OL à 7 points. Voilà, en l'occurrence. Qu'est-ce que j'ai dit? Lacazette pas en confiance. J'ai été, moi, plutôt rassuré par Clinton Mata, que j'ai trouvé brillant défensivement. Cacré m'a semblé plutôt cohérent aussi. J'ai été relativement déçu par Diego Moreira, qui a perdu un nombre incalculable de ballons. Mais voilà, le vrai problème de cette équipe, c'est que défensivement, il y a 3 buts offerts, et offensivement, c'est 2 buts sur coup de pied arrêté, et les attaquants à Lyon ont aussi le droit de marquer. C'est un match où, normalement, vu le contenu, Alexandre Lacazette doit marquer, Ryan Cherki doit marquer ou faire une passe D. Il y a un déficit de finition, il y a un déficit de qualité dans les derniers mètres, et c'est ça la réelle différence de l'Olympique lyonnais avec l'Olympique lyonnais de l'année dernière, c'est ça. Il n'y a vraiment pas énormément de différence. Vous regardez la saison dernière, vous enlevez 20 buts à Lacazette, puisque Lacazette est plus ou moins sur les bases de 10 ou 12 buts cette saison. Enlevez 20 buts à Lacazette la saison dernière, et vous allez voir où l'Olympique lyonnais pointe au classement. Bah c'est ça le problème, c'est que l'Olympique lyonnais l'an dernier, il était légèrement moins à chier, mais les buts rentraient. Les joueurs offensifs marquaient. Aujourd'hui, les joueurs offensifs ne marquent pas. Donc si on doit faire toute la saison en comptant sur les têtes de Jacob Ryan, on va pas aller loin, les enfants. Donc à un moment donné, même si le contenu est pas bon, c'est pas interdit pour les attaquants lyonnais de marquer des buts de raccro, d'avoir des bonnes contre-attaques, ou juste de la mettre au fond des filets pour un des 4 offensifs aujourd'hui qui n'ont pas été au niveau et qui ont raté des choses qui sont normalement un peu immanquables. On a le droit normalement aussi d'avoir des beaux buts, d'avoir des reprises qui vont au bout, d'avoir des face-à-face qui sont gagnés. Et ça, c'est un vrai problème. Et tant que ce problème offensif ne sera pas réglé, on ne montera pas au classement. On montera pas au classement. Voilà. Merci OP Crotte hein, pour ton soutien. Tu es désormais une lyonnaise de cœur et on t'embrasse. On t'embrasse. Voilà. De tirer pied gauche quand tu es Ryan Cherki, c'est pas interdit, bordel. Non, mais vous voyez, il y a la reprise de volée de Diego Moreira qui est un peu dévissée, il y a ce face-à-face de Lacazette qui rentre pas, il y a les face-à-face de Mama Baldé sur les derniers matchs qui rentrent pas, il y a rien qui rentre. Donc à un moment donné, s'il y a rien qui rentre, forcément le foot c'est compliqué. Donc la tête de Moreira au début, ouais, non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, le foot, c'est facile. Hein. C'est un but qu'il faut défendre et un but dans lequel il faut marquer. Et on a une équipe qui est incapable de bien défendre son but sur 90 minutes et qui est incapable de mettre les ballons au fond des filets adverses. Enfin voilà, c'est 1 plus 1 égale 2. Bah, à Lyon, ça fait 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et ça fait 7 points et on est 18ème. C'est simple. Hein. Oui, on a perdu le foot, OP. On a perdu le foot. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté un Skelly Alvero compliqué. Hein. Alors on sait, Skelly Alvero, il vient de 2e division, il n'est pas encore prêt pour la Ligue 1, mais là c'est quand même assez calamiteux et il y a toujours cette question de l'équilibre au milieu de terrain. On a vu que Pierre Sage a fini par faire sortir Skelly Alvero, malheureusement légèrement trop tard puisqu'il a eu le temps de concéder un penalty, pour le remplacer par Paul Akoku, qui est quand même pas un joueur au niveau non plus de la Ligue 1. Donc il y a ce problème, c'est que même quand cette équipe elle est capable à un moment donné de trouver des choses offensivement, il y a un déficit de qualité au milieu de terrain qui n'est toujours pas compensé, et ce malgré le fait qu'il y ait 8 ou 9 milieux de terrain à l'OL. On peut les énumérer, hein. On a Paul Akoku, on a Maxence Cacré, on a Ainsley Maitland-Niles, même s'il a disparu de la circulation, visiblement il est mort. On a Skelly Alvero, on a Mohamed El Arouche hein, qui a aussi disparu de la circulation, on a Tolisso qui est toujours là, on a toujours Diawara. Qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Vivement le mercato pour peu que la DNCG règle le problème. En tout cas, on va espérer. Qu'est-ce qu'on a eu? Moi, je voudrais quand même parler de Clément Turpin. Clément Turpin, qui est quand même... Alors voilà, moi j'aimerais éviter de faire la même chose que Bart, donc éviter de prendre un procès de la part de Clément Turpin parce qu'on dit qu'il est pas forcément extrêmement très fort. Donc je voudrais féliciter Clément Turpin, je voudrais le féliciter pour son excellent arbitrage, pour son discernement, parce que c'est bien d'être sûr de soi et de ne pas aller consulter la VAR sur une situation litigieuse, ça montre une certaine présence d'esprit. Je voudrais également le féliciter pour ce carton rouge pour Sotoka, qui a fait perdre 45 secondes ou 1 minute, qui n'ont pas été répercutés sur le reste du temps additionnel. Donc c'est bien aussi d'être ferme dans ses choix. Quand on dit 5 minutes de temps additionnel, c'est 5 minutes et pas une de plus, même si on en perd 2 entre temps. Donc voilà, je voudrais féliciter Clément Turpin. Maintenant, voilà, je pense que c'est un arbitre qui est tellement fort qu'il devrait arbitrer uniquement les compétitions internationales. Je pense pas que l'Olympique Lyonnais mérite que Clément Turpin arbitre ses rencontres. Je pense que l'Olympique Lyonnais est un petit club et que Clément Turpin devrait arbitrer des matchs de Ligue des Champions, des Barça Real ou je sais pas, des Al Hilal Al Nasser, quelque chose comme ça. Mais je lui souhaite une très bonne carrière plus haut que la Ligue 1, peut-être en Ligue intergalactique, en MMA ou ailleurs, mais je pense qu'on mérite pas Clément Turpin. Le problème, c'est que Tolisso, il n'arrive plus à jouer. Ouais, bon, ça, c'est une autre question. En tout cas, pour parler un peu de Pierre Sage.
Pierre Sage. Donc Pierre Sage, pour ceux qui le connaissent pas, Pierre Sage, c'est un mec qui est à l'Olympique Lyonnais depuis quand même pas mal de temps. C'est un formateur, c'est un tacticien. C'est pas vraiment un coach de premier rôle. C'est quelqu'un qui a très peu d'expérience dans ce rôle-là, voire pas du tout au plus haut niveau, et qu'il est un peu lâché dans la gueule du loup, on lui demande à Pierre Sage de performer contre Lens, deuxième du dernier championnat, et contre Marseille, 2 matchs à l'extérieur. Marseille qui certes n'est pas super en forme, mais est une équipe qui a fini troisième l'an passé. Donc c'est un peu dur ce qu'on demande à Pierre Sage. Moi, ce que je demande à Pierre Sage, et ce que j'ai eu ce soir, c'est d'avoir des choix cohérents, d'avoir un peu mieux sur le terrain, et on verra ensuite ce que ça donne. Moi, je pense qu'il faut donner un peu plus de temps à Pierre Sage, et que compte tenu de ce qu'on a vu contre Lens, et de ce que j'espère qu'on verra contre Marseille, peut-être prendre une décision à la trêve, mais laisser à Pierre Sage la fin de cette année un peu cataclysmique pour voir si on va quelque part avec lui ou pas. Je pense que c'est pas très fair de donner 2 matchs à Pierre Sage avant de prendre la décision derrière, et je pense que compte tenu de ce qu'on a vu, de l'envie et de ce qui s'est passé sur le terrain, c'est une défaite qui est malheureuse, mais c'est pas une défaite honteuse, et je pense qu'au point où en est l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt un point positif à mettre au crédit de Pierre Sage, et donc moi je suis de l'avis qu'on tente le coup avec Pierre Sage, parce que c'est quoi les alternatives à Pierre Sage? C'est quoi? C'est Bruno Genesio. Bruno Genesio, ce serait la victoire de la République des joueurs, ce serait une régression terrible, ce serait faire une concession à Jean-Michel Aulas, et je suis pas sûr que John Textor soit prêt pour faire ça. Ou alors c'est quoi? C'est Frédéric Antonietti, c'est Laszlo Bologna, j'en sais rien. Je suis pas sûr que ce soit judicieux tout de suite. Donc voilà, moi je suis d'avis que Pierre Sage, je suis derrière lui, je lui souhaite le meilleur. Et de tout ce qu'on m'a dit de Pierre Sage, tous les gens qui ont travaillé avec lui, qui l'ont croisé professionnellement, m'ont tous dit que c'était quelqu'un de brillant, d'intelligent et d'ambitieux aussi dans son football. Et donc je suis d'avis qu'on le garde un petit peu plus longtemps. Voilà. Peter Wise, j'y crois. Ouais, comment il l'appelle, Zach? Il l'appelle Stonewise. Je trouve ça très bien comme prénom, Stonewise. C'est pas mal. Non, voilà, je pense qu'à un moment donné, Pierre Sage, ça peut être notre Francaise, hein. Si, alors attention, parce que clipez pas ça. Pierre Sage, ça peut. Il y a un monde où ça devient Francaise, hein. Et je vous rappelle que Bruno Genesio, qui est resté 3 ans et demi, à la base, ça part d'une mission pompier. Donc donnons la chance à Pierre Sage de faire cette mission pompier et voir ce que ça donnera après. Bruno Lage, on n'en parle plus du tout. Non, pas du tout. Il a le diplôme Pierre Sage. Ouais, je crois, ouais, je crois. Stonewise, j'aime bien. Ouais, j'aime bien Stonewise aussi. Le futur très lointain. Le futur très lointain, mais écoutez, on a le droit d'être un petit peu optimiste quand même. Il y a un autre truc dont je voulais parler, et c'est un truc de long terme, ça. Et on en avait déjà parlé. J'ai le sentiment, parfois, que l'Olympique Lyonnais est une équipe de gentils garçons. Et c'est pas la première fois que je dis ça. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'à un moment donné, je suis pas pour mettre la pression sur le corps arbitral, mais je pense qu'à un moment donné, ça coûte pas cher d'aller râler sur des décisions litigieuses. Par exemple, Jacob Ryan, quand il remet le ballon derrière, oui, il est en faute. Oui, il remet le joueur en jeu, mais peut-être qu'il faut râler un petit peu sur les décisions qui peuvent peut-être être inversées à la VAR. C'est pareil pour Skelly Alvero. Il met son pied en dessous de l'attaquant lensois. Ça siffle penalty, va râler, mon gars. Fais pression pour qu'il aille regarder à la VAR, quand même. Les mecs ont des outils à dispo, forcez-les à les utiliser, quand même. Et j'ai quand même l'impression que on n'est pas une équipe ils sont abattus par défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me dérange un petit peu dans l'état d'esprit, parce que le foot, c'est un jeu avec un arbitre. L'arbitre, il doit faire ses choix en fonction aussi de ce qui se passe autour de lui. Et les autres clubs mettent la pression, les autres clubs râlent, les autres clubs gueulent. Et nous, à chaque fois qu'il y a une décision litigieuse, et bah ça met la tête par terre, ça met les mains sur les épaules, et advienne que pourra. Et moi, ça me dérange un petit peu de pas avoir parfois ce sentiment d'une équipe guerrière qui est contrariée par ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acceptation de la défaite, et ça doit changer, ça. Et c'est une des missions de Pierre Sage, et c'est aussi les missions des cadres du vestiaire. C'est aux cadres du vestiaire d'aller remobiliser tout le monde et de partir à la guerre quand il y a des décisions contestables. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais avait potentiellement le 4-3 dans les pattes. Et c'est dommage, parce que j'y ai cru au 3-3, moi, jusqu'à la fin. Et c'est pas tous les jours qu'on a le droit d'y croire. Il y a eu des matchs où l'Olympique Lyonnais était mené 0-1 ou 0-2, et on savait que c'était mort. On savait que c'était foutu. Et là, honnêtement, à 2-1, moi, j'y crois toujours. Et même à 3-2, j'y crois toujours. Et j'aimerais bien que, parfois, il y ait un peu plus cet esprit guerrier sur le terrain, et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à cette équipe. Et elle a réussi à retrouver un petit peu de football, il faut qu'elle retrouve un peu plus d'esprit guerrier, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra se permettre d'être un peu moins pessimiste. Voilà là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté à part ça? Lacazette pas en confiance, ça commence à être dur quand même, Lacazette. Il y a énormément de situations qui vont pas au fond. Et je vous renvoie à ce qu'on disait cet été, que si jamais Lacazette revient dans la normalité, et là il est plus dans la normalité, il est légèrement en dessous, puisqu'il est en manque de réussite et en manque de confiance, c'est compliqué pour l'OL.
C'est compliqué, le bilan des joueurs offensifs est très compliqué. Alors je pense que Nuama, ça va se débloquer à un moment donné, on est sur la bonne voie, Ernest Nuama a été relativement bon, il prend confiance dans ses qualités, dans sa capacité à jouer avec ses collègues, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui Alexandre Lacazette soit à 3 buts, c'est pas normal que Ryan Cherki soit un zéro pointé sur les passes décisives et sur les buts. Alors vous m'avez parlé de Cherki fait pas un mauvais match ce soir, et on en parlera quand on fera les notes. Cherki fait pas un match honteux. Cherki fait un match relativement intéressant, avec de belles ouvertures, avec de belles combinaisons, mais aujourd'hui, ce qu'on demande à Cherki, c'est quand même de peser sur le score. C'est pas normal pour un joueur qui se dit numéro 10 à l'ancienne, parce que c'est ça Cherki, il sait pas jouer en pointe, il sait pas jouer sur l'aile, quand il est numéro 10, il doit peser sur la rencontre, il doit marquer un but, il doit faire une passe D, et moi j'attends de Cherki deux choses, déjà un, qu'il soit pas insupportable, il n'a pas été insupportable aujourd'hui, il a perdu beaucoup de ballons, mais il a tenté des belles choses, mais il n'y a toujours pas de stats. Et aujourd'hui, un joueur offensif qui peut jouer que dans l'axe et qui pèse 0 but et une passe D, c'est pas possible, ça suffit pas. Donc on est toujours exigeant avec Ryan Cherki. Moi, je trouve qu'il y a du mieux, je trouve que son match est pas catastrophique, mais c'est toujours un match bredouille. Et c'est pas normal pour un Cherki de revenir d'un match bredouille, un match où tu es dans le cœur du jeu et c'est toi qui décides de ce qui se passe dans la rencontre. Donc aujourd'hui, la mentalité est meilleure pour Cherki, mais il n'y a toujours pas les stats. Donc voilà, il faut qu'il y ait les deux cases qui soient cochées pour un joueur qui n'est pas versatile. C'est pas un joueur versatile. Et qu'est-ce que j'entends par versatile? C'est que Ryan Cherki, t'es obligé de le mettre numéro 10. Et si tu le mets numéro 10, t'es obligé de jouer d'une façon. Et les gens qui sont sur l'aile, ils sont obligés de passer par lui. Et donc, Ryan Cherki, par essence, doit marquer des buts, doit donner des passes D. C'est tout. Donc, et oui, il y a Samba qui est fort en face, et ça, on peut en parler aussi, parce que c'est le dernier sujet avant peut-être qu'on passe aux notes, parce que ce débrief va être un peu court, parce que j'ai environ 4 heures de sommeil sur les 2 dernières nuits. Il faudrait qu'on parle d'Anthony Lopez. Et je suis désolé. Je vais être un peu dur. Je vais être un peu dur, et je sais que vous allez gueuler et compagnie. Aujourd'hui, Anthony Lopez, il coûte 350 000 euros mensuels. Donc ça veut dire que c'est le deuxième ou troisième gardien le mieux payé de Ligue 1. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver 5 gardiens de Ligue 1 qui sont clairement, j'insiste sur le clairement, inférieurs à Anthony Lopez dans ce qu'ils apportent à l'équipe. Et je suis désolé, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de gardiens qui sont kiff-kiff, où il y a match, mais aujourd'hui, Anthony Lopez a le salaire d'un des meilleurs gardiens du championnat, et je vois pas énormément de gardiens qui sont une moins-value aujourd'hui par rapport à Anthony Lopez. Il y a à un moment donné une relance au pied encore catastrophique. C'est possible à un moment donné qu'Anthony Lopez fasse des vrais arrêts. Il y en a un de temps en temps, il y a un match de temps en temps où il nous sauve le match. Mais c'est possible quand même à un moment donné. Regardez le match de Brice Samba. Regardez le nombre d'adversaires que l'Olympique Lyonnais a affronté cette saison, où on s'est dit « Waouh, le gardien adverse !» Encore Lucas Chevalier la semaine dernière. Le nombre de gardiens, on se dit « Waouh, quand même, putain, c'est Prime Neuer !» À quel moment, nous, cette saison, en 13 matchs, on s'est dit Lopez, c'est Prime Neuer? Peut-être une fois, 2 fois. Et à quel moment on s'est dit putain, Lopez, il fait chier? Et c'est quand même problématique. Je trouve que sur le 3e but, et ça, on peut en parler aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, je trouve que sur le 3e but, il n'est pas très vif quand même. Il peut l'avoir, je pense. Il y a des arrêts qui m'énervent, notamment un arrêt il est sur lui, il fait un saut de cabri et ça peut retomber sur... Il y a quand même des difficultés à capter le ballon parfois. C'est compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Lopez, c'est un verre-coutre amélioré. Je sais pas, il y a quand même un problème au niveau de ce côté décisif et de la régression de Lopez. Parce que il y a eu des saisons où Anthony Lopez était un excellent gardien. Il était fiable, il était régulier. Et oui, il a toujours eu cette faiblesse dans le jeu au pied. Mais c'est pas grave si le reste compense. Aujourd'hui, je pense que Anthony Lopez est revenu à un niveau de gardien moyen de Ligue 1. Et c'est pas normal parce que c'est pas un salaire de gardien moyen, c'est pas un statut de gardien moyen. Et moi je vous pose la question, puisqu'on murmure très très fortement le nom de Lucas Perry, qu'est-ce qui va se passer quand Lucas Perry va arriver à l'Olympique Lyonnais, s'il arrive à l'Olympique Lyonnais bien sûr. Lucas Perry qui est un gardien relativement jeune, je crois qu'il a 24 ou 25 ans. Est-ce qu'il va se passer? On va mettre 10 millions sur un gardien pour qu'il soit numéro 2? Ou alors on va avoir un gardien qui est payé 300 000 mensuels qu'on va mettre sur le banc alors que c'est un cadre du vestiaire? C'est quoi la logique derrière ça? Donc il y a un vrai problème là-dessus. Il faut lui mettre un concurrent. Peut-être qu'il faut lui mettre un concurrent, mais rappelez-vous, quand on lui a mis Cyprien Tatarusanu dans les pattes, comment ça s'est très très mal passé pour Tatarusanu. Rappelez-vous le transfert avorté de André Onana, où on a eu plutôt écho qu'il n'était pas trop de l'avis qu'on lui mette un concurrent dans les pattes. Donc moi je trouve que c'est une position problématique, ce poste de gardien de but à Lyon, parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher.
Il y a des matchs décisifs, mais pas assez. Il y a des matchs où il fait perdre des points. Et il y a un apport qui est quand même très faible dans le jeu de manière générale, avec beaucoup de bourdes, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup cette saison. Il y a le but contre Montpellier, il y a le but contre Paris. Encore aujourd'hui, il y a des passes qui sont mi-figue, mi-raisin. Et donc le statut d'intouchable de Lopez, parce que c'est le cas, doit à un moment donné être questionné, je pense. Je pense. Faut se fâcher avec Anto et c'est le club avant tout maintenant. Ouais, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile comme ça. Vous avez des joueurs qui ont des contrats, des joueurs qui ont une prestance dans le vestiaire aussi, des historiques. Anthony Lopez, c'est le joueur qui a le plus d'ancienneté au club, puisqu'il y en a qui sont partis et qui sont revenus entre temps. Mais Anthony Lopez, il est au club depuis 2012, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Donc vous pouvez pas dire Anthony Lopez, bah dégage. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des aspects humains à faire là-dessus. Donc, et puis vous savez que c'est le petit protégé de Rémi Vercoutre aussi. Donc on peut pas dire bah Lopez on le vend, ça marche pas comme ça la vie. Donc voilà, un mot sur l'entrée d'Akwoku. Il y a toujours ce problème de faiblesse quand même. Il y a toujours ce problème de faiblesse. Et vous avez des joueurs aujourd'hui, on a vu un certain nombre de joueurs qui ont haussé leur niveau. Aujourd'hui, on a un Ernest Nuama qui est au niveau Ligue 1, on a un Cacré qui est au niveau Ligue 1. Alors oui, c'est pas niveau Ligue des Champions, mais c'est niveau Ligue 1. Aujourd'hui, moi j'ai vu une équipe de l'Olympique Lyonnais qui peut jouer le top 10. Qui peut pas jouer le top 5, hein, on est d'accord, mais qui peut jouer le milieu de tableau top 10. Ok. J'ai vu des joueurs qui ont montré ce niveau-là. Un Clinton Mata aujourd'hui, c'est un bon joueur. O'Brien, il fait un bon match, même s'il fait une bourde. En dehors de sa bourde, c'est un bon match. Tagliafico a été plutôt intéressant aussi. Cacré a été plutôt bon. Nuama a été plutôt bon. Diego Moreira, il a perdu énormément de ballons, mais ça virevoltait. Donc c'est une équipe aujourd'hui qui joue pas le maintien. Cet Olympique Lyonnais-là, c'est une équipe qui peut ne pas jouer le maintien. Malgré tout, il y a des joueurs qui ne sont pas des joueurs niveau Ligue 1. Skelly Alvero n'a aujourd'hui pas le niveau Ligue 1. Paul Akoku n'a pas le niveau Ligue 1. Et c'est un problème, parce que c'est les maillons faibles de cette équipe. En première mi-temps, le seul qui est vraiment très mauvais en première mi-temps, si on enlève la bourde de O'Brien, mais on va pas le blâmer, il a marqué 2 buts, c'est Skelly Alvero. Et on revient des vestiaires, et il a toujours la tête à l'envers, et il n'est pas remplacé, il concède un penalty, et là on le remplace par Paul Akoku, qui amène très peu de valeur. Et c'est un vrai problème, parce que même quand cette équipe, elle va commencer à peut-être à un moment donné repartir de l'avant, il y aura toujours ce problème de trou dans l'effectif de joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1. Si Clinton Mata se blesse, on va avoir Koumbedi, qui n'a pas vraiment le niveau Ligue 1 non plus. Si Tagliafico se blesse, on va avoir Enrique, qui n'a pas vraiment le niveau Ligue 1. Tino Kadewere, c'est compliqué. Mama Baldé, gigantesque point d'interrogation. Donc oui, il y a du progrès, mais il y a toujours ce problème d'effectif. Donc pour conclure là-dessus, on va croiser les doigts. La DNCG doit à un moment donné lâcher les côtes de l'OL si l'OL a bel et bien fourni les documents par rapport au refinancement de la dette. Donc peut-être que la DNCG va lever les sanctions et qu'on pourra colmater ces brèches. Peut-être qu'on pourra colmater cette brèche en défense centrale, puisqu'à côté d'O'Brien, il n'y a aucun joueur fiable. Peut-être qu'on pourra colmater cette brèche à côté de Maxence Cacré, qui, quand il a la tête à l'endroit, est un joueur qui est quand même assez intéressant à voir jouer, mais il manque quelqu'un à côté. On nous avait dit Guido Rodriguez, on a eu Paul Akoku. C'est un peu comme on nous avait promis Brad Pitt, on a eu Danny Boone. Et peut-être qu'on pourra colmater la brèche quelque part sur les ailes, puisque Diego Moreira est pressenti pour retourner à Chelsea pour casser le prêt, et ce serait peut-être pas une si mauvaise nouvelle, puisque l'OL a payé 2,8 millions et Chelsea rembourserait à ça, et ce serait peut-être une ouverture d'avoir un ailier un peu plus performant. Donc on va prier pour que la DNCG lâche les côtes de l'OL, on va prier pour que cette OL continue de progresser pas à pas et se mette à marquer des buts dans le jeu, et on va prier pour que le mercato soit intéressant et que les choix qui seront faits sur le mercato ne soient pas aussi cataclysmiques que cet été, parce qu'on n'a pas fait de post-mortem du mercato, mais quand on parle de Ainsley Maitland-Niles, quand on parle de Paul Akpoko, de Mama Baldé, de Diego Moreira et de Douye Kaletatsar, le bilan, il est quand même assez catastrophique. Donc, il va quand même falloir, cet hiver, bosser un petit peu mieux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Oui, dernier point, j'avais dit ce qu'il ne faudrait pas mettre O'Brien en pointe, puisque c'est le seul capable de marquer des buts. Rappelez-vous, nous sommes en peut-être 2012-2013, le SCO d'Angers doit se maintenir, et Stéphane Moulin a l'idée de génie de mettre Matteo Pavlovic en pointe, et ça marche. Et Pavlovic marque des buts. Peut-être qu'il faut mettre Jake O'Brien en pointe. Voilà, c'est ma réflexion du soir. Peut-être que finalement, c'est lui la solution. Jake O'Brien, une grande tige devant, et advienne que pourra. Voilà. On va passer aux notes, puisqu'on est déjà... on est déjà en ligne depuis 38 minutes. Alors, les notes, on va déjà faire le petit dessin. Pourquoi ça ne marche pas? Hop, oui, c'est ça. 2 secondes. Donnez-moi 30 secondes, le temps de faire les notes. Hop, voilà, c'est parti. Alors, nous avions... Déjà, on va dessiner le terrain. Non, ça c'est beaucoup trop gros, ça va pas du tout. Titre. Alors, le terrain. Et il est presque carré pour une fois, vous avez vu? Ah merde. Aïe 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 aïe, le parapet Philippe. Bon, on dirait un peu un city stade, mais c'est pas grave.
Alors, nous avions sur le terrain aujourd'hui, nous avions Anthony Lopez, nous avions Jake O'Brien, Lovren, Mata, Tagliafico. Je vais pas avoir la place en fait d'écrire là. Faut que je mette plus petit. On avait Cacré. Non, Cacré était à droite par contre. Cacré. Alvero, qu'on appellera Skelly Apero. Cherki. Nuama. Diexi. Et la casette. Voilà. On va commencer par Anthony Lopez, qui a encaissé donc 3 buts ce soir, un penalty, un duel contre Saïd qu'il a le droit de gagner, peut-être, même s'il est très dur à gagner, et un 3e but, à mon sens, évitable, même si le vrai coupable, c'est plutôt Dejan Lovren. Un match où on gardera pas beaucoup d'arrêts en tête de la part de Lopez. Ouais, alors vous êtes dur quand vous mettez 0. On va mettre 3 pour Lopez. Il n'y a aucun but qui est réellement pour lui, Anthony Lopez. Mais il n'y a pas de miracle. Et c'est un match où, à un moment donné, on a aussi le droit au miracle. Il y a une belle parade, oui, mais en fait, c'est une parade photo, en vrai. Hein. Enfin, regardez la parade, et en vrai, s'il saute pas, il l'a aussi. Hein. Donc, après, le 3e, avec ou sans Lovren, il rentre. Ben, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Le 3e, il a le droit de se coucher. Le 3e, il a le droit de... À un moment donné, on a le droit aussi au miracle. Les gardiens, ils sont là pour faire des miracles. Et il n'y a pas de miracle, Lopez. Il y a quand même très peu de miracles cette saison. Il y en a eu quelques-uns, mais là, il y en a vraiment très très peu. On est obligé, à un moment donné, oui, comparé au match de Samba. Samba, il prend 2 buts sur corner. Ils sont pas faciles à arrêter, mais il y a 5 arrêts de la part de Samba. Et il y en a au moins 2 qui sont vraiment décisifs. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'il soit fautif sur rien, mais il est miraculeux sur rien non plus. Et un gardien, on attend quand même de lui qu'il soit le sauveur. Et aujourd'hui, Lopez, il a du mal à être le sauveur. Donc bon, Samba, le 2e gardien de l'équipe de France, comparé le comparable. Et Lopez, il est champion d'Europe. Hein. Voilà, à ce moment-là, on peut le dire aussi. Hein. Les relances de Lopez, c'est 100% de perte de balle. Oui, aussi, ça c'est un vrai problème. Le jeu au pied, c'est des occasions concédées. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On a le droit de comparer les 2 gardiens du match. C'est pas Neuer en face. Hein. C'est pas le Bayern de Munich. Ça reste Brice Samba, qui est un excellent gardien. On le sait. Mais quand même, après, on peut comparer à Marco Bizot ou à Paul Lopez. Hein. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même logique. Donc bon. O'Brien, il y a une saucisse, mais il y a 2 buts. Donc écoutez, on met plus 2, on enlève 1. On va lui mettre 6, 6,5 à O'Brien, parce qu'il y a quand même une saucisse. Ouais, 6, c'est bien. 6 parce qu'il y a une saucisse. On prend 5, on enlève moins 1 pour le but concédé, on rajoute 2 buts marqués, ça fait 6. Simple. Lovren, catastrophique, Lovren. Rien à tirer de positif, une catastrophe. Il est cramé, finito, complet. Moi, je peux plus, Dejan Lovren. Je peux plus. Il y a effectivement, oui, merci Dejan Lovren pour les 3-4 bons mois au moment où il est revenu. Moi, j'y croyais pas. Dejan Lovren, je me suis dit, attention, c'est un long contrat qui va coûter cher. Et bah, c'est un long contrat qui coûte cher. Il est cramé, il est tout le temps blessé. Et faire des stories Instagram, oui, la vérité éclatera un jour. C'est bon, hein, on est fatigué quand même. Donc, Dejan Lovren, allez hop là, dans un camion par l'Arabie Saoudite cet hiver. Et on fait un tarif de groupe avec Tolisso. Et à bientôt. Hein. Et encore bon mois. C'était un mois, c'était 3 mois cohérents. On va pas refaire l'histoire. C'est un 2 pour Lovren. C'est un 2. Ouais, son attitude, elle est pas bonne. Il râle, il est pas content. Là, il sort, il vient de faire une merde, il râle. Son attitude, elle est dégueulasse. Dejan Lovren, s'il peut aller voir ailleurs, quelque part en Arabie Saoudite, au Qatar ou en Turquie, j'appelle au secours à l'aide Fenerbahçe, au secours à l'aide à l'Itifak. S'il vous plaît, aidez-nous, on a besoin de vous. Toxic Lovren. J'ai pas l'impression que ce soit une influence positive sur le vestiaire, mais j'y suis pas. Clinton Mata, moi je l'ai trouvé très intéressant, notamment en fin de première période où je l'ai trouvé très très solide. Clinton Mata, je pense qu'on est sur un 5,5, 5,5, 6. Alors 7, calmez-vous quand même. Mais tu mets qui à la place, ils sont tous catastrophiques. Mais c'est pas la question de savoir qui on met à la place. Ils sont tous catastrophiques, ça c'est un constat. À côté d'O'Brien, ils sont tous nuls. Mais je pense pas que Lovren soit le moins nul de tous. Ouais, on va mettre 5,5 à Mata. On va être 5,5. Je pense que c'est un match plutôt correct de Clinton Mata. Ouais, le côté Mata-Nuama était assez intéressant quand même. Moi, Mata, je trouve qu'il y a une vraie présence physique qui est pas volée hein, sur le côté droit par rapport à Koumbedi qui se fait tout le temps surprendre. Je trouve que Mata est une valeur sûre quand même. Mais si on doit retenir une recrue de cet été, c'est probablement Clinton Mata.
Tagliafico, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt pas mal, plutôt en jambes. Il y a cette belle occasion dans la surface. Après, elle est dure à prendre pour lui parce qu'il est gaucher, elle arrive sur son pied droit. C'est un match plutôt rassurant pour Tagliafico. Ça fait partie des cadavres qui sont un peu revenus à la vie et sur lesquels peut-être on pourra compter à l'avenir. Et je trouve ça plutôt cohérent. Merci Melson pour le prime. On va mettre 5 à Tagliafico. 5,5, ouais, 5,5. Alvero, ça a été un match... franchement, on va être honnête, ça a été un match dégueulasse. Dégueulasse, Alvero. Y a rien du tout. C'est ouais, en vrai, 1, hein. Je suis désolé, c'est triste parce que en vrai, je l'aime bien Alvero. Mais Alvero, ça a été la tête sous l'eau pendant tout le match. Moi, je l'enterre pas Alvero parce que je pense qu'il y a un bon joueur sous ce manque de confiance. Et je pense que c'est un peu comme Le Penant, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose à faire dans titulaire d'une équipe qui est en difficulté comme ça. Et je pense que c'est pas lui rendre service que de le mettre titulaire. Mais le problème, c'est toujours la même chose. On devrait avoir à ce poste-là Corentin Tolisso qui devrait être une valeur sûre. On devrait avoir Maitland Nice qui a de l'expérience. On devrait avoir peut-être même Paul Akpoglu qui doit être déjà plus expérimenté qu'Alvero. Là, c'est pas lui rendre service à ce qu'est dit Alvero. Donc c'est un vrai souci. Donc voilà. Cacré, un peu mieux. Un petit peu mieux quand même. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai eu le sentiment de retrouver un Cacré la tête à l'endroit. Bon sans le ballon. Et pour une fois, rarement depuis le début de la saison on y a eu droit. Enfin, il a été bon avec ballon. Et ça, c'est plutôt rassurant de la part de Cacré. Alvero, même vibe que Le Penant. Bah, il y a la même vibe de manque de confiance, ouais. Maintenant, Cacré, il faut juste qu'il touche plus jamais un coup de pied arrêté. C'est tout. Donc on va lui mettre 6. Mais je vous avoue que rien que pour le corner en fin de match, j'ai envie de mettre 5,5, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est rejeté sur le ballon pour tirer les coups de pied arrêtés. Je comprends pas. Enfin, à un moment donné, j'en sais rien. C'est comme... Enfin, il y a des choses dans lesquelles vous êtes bon, il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon. Moi, par exemple, je suis nul au bowling. Donc, si vous me demandez de faire une équipe au bowling, faudra pas compter sur moi. Bah, Cacré, c'est pareil. Il est pas très bon en corner. Donc, faut peut-être laisser sa place aux autres gens qui sont peut-être un peu meilleurs. Donc, voilà. Ouais, non, 5,5, c'est un peu dur. On l'a vu sur Insta. Oui, vous avez vu sur Insta que mon niveau au bowling est absolument calamiteux. On met Pigour Titu, exactement. La casette bonne présence, mais il bouffe la feuille. Pas de caps lock, s'il te plaît, Quentin. Pas de majuscule. Genre moi avec ma meuf, oublie. Cherki, on a déjà parlé un peu du cas Cherki. Et on va faire une analyse de Cherki, du match Cherki en 2 temps. On va d'abord commencer par dire qu'on préfère ce Cherki-là. Je préfère ce Cherki-là, qui est intelligent, intéressant et qui bouge. Parce que putain, on l'a pas toujours eu souvent ce Cherki-là. Hein. Maintenant, c'est un Cherki qui est pas assez décisif. Et on peut pas accepter un Cherki qui est pas décisif. C'est pas possible. Parce qu'il est dans la zone préférentielle pour aller créer des choses. Cette zone-là, c'est lui qui l'occupe, c'est lui le patron. Il a tout le loisir, à un moment donné, de donner tout ce qu'il veut comme ballon à droite à gauche. Il a tous les mecs qui bougent autour de lui. Et pour le coup, il peut pas se plaindre de Nuama et Diexi sur ce match-là parce qu'ils ont été assez intéressants et assez virevoltants. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, Cherki, sur un match comme ça. C'est pas exaspérant et le niveau est bas, mais c'est pas suffisant. Donc je vais mettre 4. Parce qu'à un moment donné, un Cherki, c'est comme la Casette. S'il n'y a pas de but ou il n'y a pas de passe D, c'est pas un match réussi. C'est tout. C'est tout. C'est pas un match réussi. Et donc on va partir sur la Casette après et on notera les alliés après. La Casette, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, il n'a pas été nul. Il a été intéressant dans le jeu. Mais c'est un match à 0 but. C'est un match à 0 passe D. C'est un match avec des occasions loupées. C'est pas suffisant pour la Casette. La Casette, on a été habitué l'an dernier à manger Gucci avec des standards de malade avec 30 buts. On peut pas se satisfaire d'un match où il a été OK+. C'est pas possible. Donc la Casette, encore une fois, on va pas mettre 4, hein. On va mettre 3. Je suis désolé. Et c'est dur parce que je l'adore la Casette et qu'il a été la tête à l'endroit aujourd'hui. Mais la Casette, c'est 6.1 dans FM. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je te trouve très sympa avec Cherki. Bah, parce que je le trouve la tête à l'endroit. Et il y a eu des belles passes, il y a eu une belle implication. Il n'a pas été exaspérant. Donc oui, malheureusement, mon niveau d'exigence avec Cherki, il a vachement baissé. C'est vrai. C'est vrai. Diego Moreira, pour le coup, intéressant, mais pas décisif, et une quantité de ballons perdus. Beaucoup de ballons perdus. Non, 6, vous êtes fous. Non, c'est pas un bon match de Diego Moreira. C'est pas. Alors oui, il y a des qualités physiques évidentes, oui, il y a des qualités techniques, mais vous en retenez quoi de Diego Moreira sur ce match? Parce que moi, je retiens pas grand-chose quand même. Hein. Il y a eu 2-3 gestes intéressants, mais il y a quand même pas grand-chose à retenir. Donc l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'envie. Et en fait, je veux pas qu'on dise ils sont nuls. Vous voyez ce que je veux dire?
On peut capitaliser sur la prestation de Diego Moreira. On peut capitaliser également sur l'état d'esprit de Cherki sur ce match-là. Mais ça reste pas suffisant. Donc on va mettre 4. Parce que c'est un match où, voilà, pas suffisant. Mais 4, allez, 4,5 pour les encouragements du conseil de classe. Nuama, voilà. Nuama, ça y est. Vous l'avez vu, je pense. Je l'ai vu, vous l'avez vu. Vous avez vu le truc qu'il y a chez Ernest Nuama. Vous avez vu que ça sent quand même un petit peu le football, Ernest Nuama. Donc 2 passes D pour Ernest Nuama. Virevoltant, intéressant. Quand il commence à jouer avec ses collègues, ça devient vraiment intéressant. Non, 5 pour Nuama, vous êtes dur quand même, il y a des passes D. Il y a des passes D pour Nuama. C'est un vrai bon match d'Ernest Nuama. Donc quand même, quand il joue à son poste, quand il joue avec des espaces, et quand il tire les coups de pied arrêtés, bah voilà. Moi, je veux ce Nuama tout le temps. Donc moi, Nuama, vous pouvez... Alors, le match, dans son intégralité, dans son apport au jeu, c'est pas un match qui vaut 7. Mais il y a les stats. Il y a les stats. Vous êtes obligé de bonifier les stats sur les notes. Donc Nuama, pour moi, je mets 7. C'est un joueur qui a pesé sur la rencontre, pleinement. Donc oui, il n'est pas parfait. Oui, il n'est pas parfait, Nuama. Oui, il a encore trop tendance à appuyer sur la gâchette de sprint en permanence. Oui, parfois il tergiverse, mais il y a une qualité athlétique, il y a une qualité technique, et il y a les stats. Voilà. Donc moi, je suis désolé, Nuama, c'est un vrai bon match, et c'est ce que je demande aux autres. C'est ce que je demande aux autres. Si Cherki fait 2 passes D aujourd'hui, malgré un match pas très moyen, il a 7. Bah c'est pareil. O'Brien, c'est 7. Non, O'Brien, c'est 2 buts et une saucisse, donc c'est 6. Et il a fait péter un plomb à Medina. Voilà, donc je pense qu'en fait, pour conclure un petit peu sur ce match-là, et après on basculera sur le Jurinho, pour conclure un peu sur tout ça, je pense que c'est un match hyper frustrant, hyper décevant, et qui donne vraiment envie de crever pour le coup, mais je pense que c'est un match référence, la fameuse défaite encourageante, et c'est terrible de dire ça, mais voilà, je pense sincèrement que c'est un match où on peut sortir en se disant, il y a quelque chose à sauver de cette équipe. Cette équipe, elle a normalement quelque chose en elle pour finir, allez, 15, 14, 13, soyons 12. Donc on verra. De toute façon, le révélateur, il va être très 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 rapide, puisqu'il y a un enchaînement de 2 matchs très très importants, avec tout d'abord ce match contre l'OM, match en retard, où l'OM est friable, l'OM est prenable, et si on fait le même match contre l'OM que celui qu'on a fait contre Lens, il y a peut-être moyen de moyenner. Et ensuite, il y aura un match contre Toulouse, il me semble que c'est ça le prochain match, c'est Toulouse. Et là, Toulouse, c'est un concurrent direct pour le maintien. Donc il y a une obligation à domicile contre Toulouse de gagner. Et là, peut-être que Pierre Sage pourra s'accorder un petit peu de temps. Un petit peu de temps pour travailler. Donc on va vite savoir. Rendez-vous mercredi pour le verdict après le match contre Marseille. Voilà, on va faire le Jurinho pour terminer ce débrief. Vous connaissez le principe, je vous mets le lien comme d'habitude dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, il sera dans la description. J'ai pas mis la note du coach, mais la note du coach, on va dire 6. Je trouve que c'est un bon match quand même. 6, mais il doit sortir Alvero un peu plus tôt. C'est tout, c'est la seule vraie erreur, quoi. Voilà. Le coach, on le laisse. Pour moi, c'est un match satisfaisant de la part de Pierre Sage. Parce qu'il arrivait à cuisiner un truc mangeable avec un tas de caca. Et c'est la caractéristique d'un bon coach. Voilà. Toulouse et Nantes, oui, Toulouse et Nantes, ce seront les vrais matchs importants de cette fin de saison, de cette fin d'année, pardon. La note de l'arbitre, on la donne plus, la note de l'arbitre, mais vous la connaissez de toute façon. Le Jurinho, on va mettre O'Brien, on va mettre Nuama, on va mettre Cacré, qui ont été pour moi les 3 vrais bons joueurs de ce match. O'Brien, on va mettre plus 3, parce qu'il y a quand même une saucisse qui coûte une partie du match. Nuama, on va mettre plus 4, Cacré, on va mettre plus 3. Alvero, on va être obligé de lui mettre un moins 5 bien tassé, hein, malheureusement. Et en dernier, Lovren en vrai. Hein. C'est Lovren qui coûte le match. C'est Lovren. Hein. On pourrait mettre un plus 2 pour Mata. Regarde le barème. C'est quoi le barème? Il n'y a pas de barème. C'est plus 5, moins 5, le barème. Donc je pense que c'est à peu près cohérent. Hein. Vous voulez mettre quoi? Vous voulez mettre Mata? Vous voulez mettre du positif en plus? Moi, je trouve que Alvero, il coûte le match parce qu'il a vraiment été très très mauvais tout du long. Et il concède un penalty. Lovren coûte le match aussi parce que c'est sa faute s'il y a le 3e but. Cacré me semble à mettre en avant par rapport au fait qu'il fait un match très cohérent. Nuama, il pèse sur le match, et O'Brien, il pèse sur le match. Je vous dis pas que les autres pèsent pas sur le match. Mata fait un match sérieux, mais c'est pas un match cataclysmique, et c'est non plus un match faux de Mata. Moi, je note, alors après, c'est mon choix à moi, hein, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez noter autant que vous voulez. Hein. Moi, ma vision de ce truc-là, c'est je note les joueurs qui ont impacté le match. Et aujourd'hui, O'Brien, Nuama sont ceux qui pèsent sur le match. Alvero, Lovren sont ceux qui pèsent sur le match négativement. Peut-être Mata et Cacré, il y a match. Peut-être Mata et Cacré, il y a match. Donc oui, on peut changer là. On peut changer. On peut mettre Mata. Allez, Mata, on va mettre plus 3 et ce sera bien comme ça. Voilà, nickel.
pouvez voter, hein, même après le match, vous pouvez voter si vous êtes en replay sur YouTube. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enlève Alvero, c'est pas sa faute pour le penalty. Et Mata est solide. Non, Alvero, il fait vraiment un match atroce. Hein. Un match atroce. Note moyenne dans les débriefs des entraîneurs cette saison, Sage 6, Vullier 4, Grosso 2,94, Blanc 1. Ouais. Jack va finir par devenir le meilleur joueur de cette équipe. Non, mais et je pense que ce sera la conclusion de ce débrief. On est content que Jake O'Brien soit un super joueur, et ça a surpris tout le monde, parce que je pense qu'il n'y en a aucun ici qui pensait que Jake O'Brien, qui était un joueur de D2 belge, serait le meilleur joueur, objectivement, de ce début de saison à l'Olympique Lyonnais. Mais ça en dit aussi long sur à quel point le recrutement a été raté, parce qu'aujourd'hui, de toutes les recrues qui sont arrivées cet été, Ernest Miama prend petit à petit ses marques. Diego Moreira, c'est très cher et ça n'a pas de réel impact. Maitland Niles, il est déjà sur le retour. Akuku, il est nul. Kouyaï Tatsar, il est en dépression. C'est dur, hein. C'est dur. Il y a Diawara, ouais, Diawara. Mais Diawara, c'est encore jeune, c'est encore frêle. Diawara, c'est pas tout de suite. Diawara, c'est l'an prochain. Donc voilà. Pourquoi c'est Sage qui a repris et pas Villiers? Alors ça, on saura peut-être un jour. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi. Voilà, on a terminé ce débrief qui a duré quand même 45 minutes, c'est bien. Je vous remercie encore une fois d'être nombreux à suivre cette petite émission. On aura fait quand même toute une première partie de saison sans rater aucun match. Je pense qu'on tiendra jusqu'à la fin de saison sans rater aucun match. Merci de la fidélité, merci pour ceux qui mettent les petits pouces et qui vont jusqu'au bout sur YouTube. C'est vous les chefs, c'est vous les rois. Et on se retrouvera mercredi à 23h en direct sur Twitch et en replay dans la nuit sur YouTube pour le débrief de Marseille-Lyon, en espérant peut-être que cette fois, l'Olympique Lyonnais gagnera le foot. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. On va pouvoir profiter de notre dimanche avec un petit peu de moins de frustration, même si la défaite est toujours là. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Je vous envoie en raid chez Kendra Lissa. Je vous compte sur vous pour être sage et discipliné, comme Pierre. Allez, bisous, à bientôt, ciao et prenez soin de vous.